Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Et si oui, est-ce que quelqu'un peut gentiment mettre son micro, me répondre? Alors, j'ai des messages, oui, d'accord, parfait. Est-ce que vous entendez bien? Parce que lundi, j'ai vécu une séance horrible avec le groupe A, et saccadé, mais je sais d'où ça vient, c'est parce que le Wi-Fi chez moi, personnellement, dans la commune où j'habite, est très faible. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans mon bureau à l'IUT, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que le son est clair, s'il vous plaît? Vous entendez ce que je dis? Petit réglage technique avant qu'on commence par la séance de travail. Parfait, vous m'entendez bien, donc c'est très bien. OK. Alors, j'ai senti lors de ma dernière séance avec le groupe A, mais il y avait un cumul de problèmes techniques et puis d'angoisse, si vous voulez, de non-compréhension de l'exercice. Donc, c'était une séance assez compliquée. On n'a même pas eu le temps de finir l'exercice 2 qu'on a commencé ensemble, hein, qui est affiché devant vous au tableau. Ce que j'aimerais vous dire pour vous rassurer, c'est que le premier exercice dans c'est-à-dire l'exo 2, hein, parce que le premier, il était vraiment facile, mais l'exo 2 que nous avons commencé à faire et qu'on va sûrement, j'espère, parce qu'on n'a pas de problème technique, je pense que ça va durer. On va essayer de résoudre le problème, l'exercice 2, et aller jusqu'au bout. Et ne soyez pas, comment dire, angoissés euh, par, par le fait que vous ne comprenez pas tout. Donc ça va venir, le ISO suivant, c'est le même principe, et le suivant, c'est le même principe. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de tracer donc une courbe paramétrée par le variable t. On fait variété sur son domaine de définition et quel est le résultat sur x et y. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose avant qu'on commence la partie technique? Allô? Vous entendez? Vous m'entendez? Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser avant qu'on passe à la résolution, enfin la suite de l'exercice 2? D'accord, très bien. Alors, je vous rappelle ce qu'on a fait la dernière séance. On est parti de la définition de la courbe x de t égale sinus 3t, y de t égale sinus 4t. Donc ça, c'était la donnée. Je vous ai fait un rappel que la fonction sinus est une fonction impaire. Donc sinus de, quand on dit qu'une fonction est impaire, c'est-à-dire f de moins x égale moins f de x. Et bien entendu, il faut que moins x et x appartiennent au domaine de définition. Sinon, vous ne pourrez pas vérifier cette condition. Je vous ai rappelé également que la fonction sinus varie entre moins 1 et 1. C'est ce qu'on a tracé dans ce graphique. Et que le calcul de sinus, qu'il soit 3t ou 4t, est possible, quel que soit t appartenant au corps de réel. En conséquence, nous avons écrit que le premier domaine de définition, c'était le corps des réels R. Vous suivez jusque-là? C'est pas compliqué, donc je fais un rappel. Ensuite, nous sommes dit, si on remplace t par t plus 2pi, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a calculé x de t plus 2pi, y de t plus 2pi. On a remplacé t par t plus 2pi, ça fait sinus de 3 facteurs de t plus 2pi. Nous avons développé, ça fait 3t plus 6pi, donc sinus 3t. Idem pour sinus 4t plus 2pi, ça fait sinus 4t plus 8pi. Alors 6pi c'est 3 tours et 8pi c'est 4 tours. On revient à 3t et 4t. Ici, 3t
et pour x et sinus 4t pour y. Or, sinus 3t n'est autre que x de t et sinus 4t n'est autre que y de t. Donc, on vient de démontrer que quand on remplace t par t plus 2pi, on retrouve le même x et le même y. Le même x et le même y, donc on a déduit que nous pouvons réduire notre domaine de définition à un domaine de longueur 2pi. C'est sur 0,2pi ou bien sur moins pi pi. Et je vous ai fait ce schéma. On est parti de 0 à 1, d1 de f, donc de R à un domaine de longueur moins pi pi. Avez-vous des questions jusque-là? Merci les filles, heureusement que vous êtes là pour répondre. Et les autres, s'il vous plaît, avez-vous des questions? Non, Eric, non, ok. Euh, est-ce que en ce moment vous venez un petit peu physiquement à l'IET ou c'est tout à distance? De temps en temps pour les TP, très peu. Ok. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à passer me voir dans mon bureau. Je suis souvent, parce qu'en ce moment, je vais rarement à mon labo de recherche. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Alors, ensuite, une autre question, parce que je ne suis pas au courant de tout, peut-être que vous êtes mieux informé. Est-ce que c'est normal que j'ai que dans le groupe B que 24 étudiants? Alors peut-être qu'il y a quelques absents, mais il me semble que le chiffre est bien faible parce que de l'autre côté, le groupe A, ils sont au-dessus de 30. Donc on n'essaie pas plus que les profs. D'accord. Ouais, certains redoublants ne viennent plus, donc on ne sait pas. Ouais. Donc le problème, c'est qu'il y a une période de flottement. Le jury, c'est aujourd'hui. Et il y a ceux qui doutent que sur la capacité de passer en S4, ben, peut-être qu'ils ne viennent plus. Bon, bah écoutez, on va continuer, hein, on verra bien la semaine prochaine comment ça va se stabiliser. Donc, je continue l'étude du domaine de définition. On est passé de R à 2pi et on a centré le nouveau domaine en 0. Voilà, ici, on l'a centré en 0 et on a pris un domaine de longueur moins pi pi. Ensuite, je me suis dit, je peux peut-être essayer de remplacer t par t plus t moins pi pour voir si il peut y avoir une autre symétrie, une symétrie qui s'affiche, non pas une périodicité, mais une symétrie. Si je remplace t par t plus pi, sinus de 3t plus 3pi, eh bien ça donne sinus de 3t plus pi, parce que j'enlève le 2pi c'est un tour, hein. Et dans ce cas-là, sinus de pi plus alpha, je vous ai fait un schéma ici, là j'ai alpha et ensuite alpha plus pi, ici, alpha plus pi, eh bien les deux sinus sont opposés. Donc sinus 3t plus pi égale moins sinus 3t. En revanche, le y, comme on a un chiffre pair qui est le 4, donc ça fait 4pi, et le 4pi c'est 2 tours, donc on retrouve le même y. Donc en synthèse, les x sont opposés, les y sont les mêmes, ça me donne lieu à deux points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées y. Ça c'est l'axe des abscisses x. Donc les deux points, m de t et m de t plus i, sont symétriques par rapport à OY. Donc OY est un axe de symétrie de la courbe C. Ce qui nous permet de dire que grâce à cette symétrie, on peut réduire le domaine de définition de moitié et on passe de moins pi pi à 0 pi, ou bien je centre le 0 pi en 0 et il devient moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc rappelez-vous, c'était de moins pi à plus pi, et là on est de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Et pour finir, la partie qu'on a faite jusque-là, tout ça c'est un rappel, une introduction. Je remplace t par moins t. Là j'étudie la parité. Je calcule x de moins t, y de moins t. Ça fait sinus de moins 3t, sinus de moins 4t. Comme sinus est une fonction impaire,
ça nous donne moins sinus 3t moins sinus 4t. Donc, c'est les opposés. X de moins t égale moins x de t et y de moins t égale moins y de t. En conséquence, nous obtenons, quand on remplace t par moins t, nous obtenons 2 points symétriques par rapport à l'origine. Donc, le point O00 est un point de symétrie. En conséquence, on diminue le domaine de définition à l'intervalle 0 puis sur 2, et tout en gardant à l'esprit les 3 propriétés qu'on a trouvées jusque-là. D'abord, périodique de période de pi, symétrique par rapport à OY et symétrique par rapport à O00. Voilà. Donc, à partir de là, on va passer à l'étape suivante, sauf si vous avez des questions. Profitez, je suis pas pressé, on a le temps, je répète. Est-ce que vous avez compris? Bon, écoutez, on va aller plus loin là. Il n'y a pas de questions. Alors, ensuite, nous allons calculer la dérivée de chaque fonction. Hein. Nous allons calculer la dérivée de x de t, la dérivée de y de t. Nous allons calculer les valeurs de t pour lesquelles cette dérivée s'annule. Ensuite, nous allons dresser un tableau de variation, c'est-à-dire quand t varie sur son domaine de définition qui n'est autre que 0 puis sur 2, comment varient les dérivés, quel est leur signe, et comment varie, la fonction x de t et y de t en conséquence. Ensuite, on combine ces deux, on étudie les tangentes, on trace la courbe sur 0 pi sur 2 et on remonte de 0 pi sur 2 à moins pi sur 2 plus pi sur 2. Une autre symétrie nous ramène à moins pi plus pi, et ça y est, on a la courbe complète. On y va? Donc, dit comme ça a l'air facile, mais une fois qu'on est entré dans le développement, ben, ça prend du temps. C'est systématique, on peut se tromper rapidement, mais si on se concentre, on va y arriver. Allons-y. Donc, je vous rappelle que x de t, c'était sinus 3t, y de t, c'est sinus t. Conséquence, si je veux calculer les dérivés, eh bien, x' de t, y' de t égale. X' de t, c'est sinus alpha de t. La dérivée de sinus, c'est cosinus alpha de t, multiplié par la dérivée alpha t, c'est alpha, c'est-à-dire 3. Et la dérivée de sinus 4t, c'est la dérivée de sinus alpha t, ça fait alpha cos alpha t. Ensuite, quand est-ce que les dérivés s'annulent? X' de t égale 0, y' de t est égal à 0. Ça va jusque-là, les petits? Question? Ok. Alors, quand est-ce que les dérivés s'annulent? Quand 3 cos est à bloquer. 2 secondes. Quand 3 cos... Oh là. Voilà, 3 cos 3t égale à 0. C'est pas le 3 qui est nul, c'est cos 3t est nul. Le cos est nul quand l'arc est égal à pi sur 2 plus 4pi. L'arc en question, c'est 3t, est égal à pi sur 2 plus 4pi. Je vous rappelle, sur un petit cercle trigonométrique, que quand l'arc est là ou là, le cosinus est nul. Le cosinus, c'est la mesure sur l'axe des x. Donc, quand l'arc est à pi sur 2 ou pi sur 2 plus 4pi, le cosinus est nul. Et le sinus vaut 1. Avez-vous des questions? Donc, en conséquence, t, maintenant je divise par 3 les deux membres de l'égalité, t est égal à pi sur 6 plus 4pi sur 3.
On cherche pour 0 pour avoir le domaine de définition. Non, je lis. Je suis en train de chercher dans le domaine de définition qui est 0 pi sur 2, ici. Je le réécris à nouveau. C'est le dernier domaine de définition sur lequel on va travailler. On cherche. Si mon stylet ne bloque pas, c'est le cas. Deux secondes, je reviens. Je suis en train de démonter la pile de mon stylet. Donc, le domaine de définition, ce que je disais, c'était 0 pi sur 2. Dans ce domaine, on cherche les valeurs de t, comme je l'ai écrit ici, qui annulent x'. Est-ce que c'est clair, Julie? Donc, je n'ai pas fini. Quand k égale à 0 dans cette valeur, quand k égale 0, on obtient t0 égale pi sur 6. Est-ce que pi sur 6 est dans le domaine de définition? Pi sur 6 est plus petit que pi sur 2? Oui. Donc, je le garde. K égale 1. J'obtiens T1 égale. C'est petit ou vous arrivez à voir ce que j'écris? Répondez, s'il vous plaît. Vous voyez ce que j'ai écrit C'est trop petit pour vous. Okay. Donc T1 égale. Alors, pi sur 6 plus pi sur 3. Pi sur 6 plus pi sur 3. Le dénominateur commun, c'est 6. Ça fait pi plus 2 pi, 3 pi sur 6. Ça fait pi sur 2. Oh, allô? Je vous ai perdu là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vais me calmer. Est-ce que vous voyez mon écran de calcul, de démonstration? Bon, c'est réglé. Alors, pour k égale 1, t égale pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait pi sur 2. Pourquoi? Parce que vous multipliez le pi sur 3 par 2, ça fait 2 pi sur 6, plus 1 pi sur 6, 3 pi sur 6. 3 pi sur 6 divisé 3 pi sur 6, ça vous donne pi sur 2. Est-ce que pi sur 2 est dans le domaine? Oui, donc je valide, je valide. Forcément, si je passe à k égale 2, ça fait 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, ça fait 120 déjà. 120 est plus grand que 90. C'est hors domaine de définition. J'arrête ici. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'arrête? Au moins pour x'. Bien. On fait la même chose pour y'. Ça fait 4 cos 4t égale à 0. Ce n'est pas le 4 qui est nul, mais c'est plutôt le cos qui est nul. Quand est-ce que le cos est nul? C'est quand l'arc 4t égale à pi sur 2 plus kpi. Donc t égale pi sur 8 plus kpi sur 4. Donc pour k égale à 0, nous obtenons t0 égale pi sur 8. Et nous obtenons pour k égale 1, t1 égale pi sur 8 plus pi sur 4, ça fait 3, non, 2 pi sur 8, oui, si, 3 pi sur 8. 3 pi sur 8, je suis à l'intérieur du domaine de définition sans problème. Maintenant, si je passe à T2, T2, ça fait pi sur 8 plus 8 plus 2 pi sur 4. 2 pi sur 4, ça fait pi sur 2. Pi sur 2 plus quelque chose, je suis hors domaine. Non. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Je vous rappelle que le domaine de définition, c'est 0 pi sur 2. Prenez le temps de noter et de voir si vous avez compris. Posez-moi des questions.
Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Et il y en a qui se sont connectés entre-temps. On était à 24 tout à l'heure. 26, j'en sais rien, mais il y en a qui se sont connectés entre-temps, donc je ne fais pas l'appel, tant pis, hein. Donc, à l'instant, il y a des gens qui ont répondu. Si je regarde 10h54, Julie, non. Oh, non, Théo, non. Non, Justine. Conséquence, je dresse le tableau de variation qui se base sur ces quatre valeurs qu'on vient de calculer. Je vous rappelle qu'un tableau de variation va faire figurer le domaine de définition, la variable. La variable, c'était, elle varie entre 0 et pi sur 2. Êtes-vous d'accord? Les fonctions à étudier sont x et y. Mais avant d'étudier x, nous avons besoin de signe de x'. Nous étudierons x, signe de y', nous étudierons y. Je dresse une horizontale, une horizontale, une horizontale et une horizontale. Et le domaine s'arrête à pi sur 2. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Avez-vous des questions? Oui. OK. Alors, pouvez-vous me dire pour quelle valeur x' s'annule? Où est-ce que je mets 0 dans cette case-là? Case. Oh, putain, mais ça commence. Alors, sur la ligne x', où est-ce que je mets des zéros? Si vous avez bien compris, où est-ce que je mets des zéros dans cette ligne? Quelle valeur de t x' s'annule? On l'a calculé ici. On sait que x' s'annule pour t égale pi sur 6 ou pi sur 2. Donc, je place pi sur 6 ici. Pi sur 2, c'est déjà placé. Pour le y', j'ai besoin de pi sur 8 et de 3 pi sur 8. Or, pi sur 8 est plus petit que pi sur 6. 3 pi sur 8 est quelque part ici. Il n'est pas équilibré mon tableau, mais ce n'est pas grave. Je peux remédier si vous avez la patience. Voilà. Donc, x' s'annule pour pi sur 6 et pi sur 2. Y' s'annule pour pi sur 8 et 3 pi sur 8. Vous avez compris jusque-là? Bien. OK. Alors, quel est le signe de x' quand t appartient à l'intervalle 0 jusqu'à pi sur 6? Vous voyez bien que la dérivée s'annule à pi sur 6. Donc, le premier sous-intervalle qui attire mon attention, c'est celui-là. Celui-là. Quel est le signe de x' sur 0 pi sur 6? Avez-vous une idée? Et si oui, selon quelle méthode vous avez trouvé cette réponse? Alors, Hervé, il dit plus. Pourquoi, Hervé, vous dites plus? Comment vous pouvez justifier votre réponse? C'est intéressant. Alors, Hervé il propose la réponse suivante. On regarde le signe en zéro. On remplace t par 0. Ouais, je n'ai pas bien compris la méthode. On remplace t par 0.
Oui, vous prenez un point particulier. Et ben, si t égale 0, cos 0, ça fait 1. Vous dites positif. D'accord. Moi, j'ai une méthode un petit peu différente. Regardez comment je fais. Si t appartient à l'intervalle 0, pi sur 6, implique que t est entre 0 et pi sur 6. D'accord? Ensuite, implique, si je multiplie par 3 les membres de cette inégalité, 3 fois 0, ça fait 0. Inférieur ou égal à 3t, inférieur ou égal à 3pi sur 6, ça fait pi sur 2. Stylet à bloquer, 2 secondes. Très bien, 3t entre 0 et pi sur 2. Alors, 3t, c'est l'arc qui influence la dérivée. La dérivée, c'est sinus 3, c'est cosinus 3t. Elle est là, la dérivée. Donc, si je trace le cercle trigonométrique, j'ai un arc qui se trouve entre 0 et pi sur 2, ici. Quel est le signe du cos ici? Plus, donc cos 3t positif implique x' positif. Donc ici, j'ai un plus. Avez-vous compris? Messieurs, dames, avez-vous compris, s'il vous plaît? C'est le moment de me poser des questions. Bien. Ensuite, à votre avis, le deuxième intervalle qu'il faut prendre, c'est lequel? Puisqu'on a deux zéros, un ici et un là. Quel est l'intervalle qu'il faut prendre maintenant? T appartient à... T appartient à... Donc, Aurore propose pi sur 6, pi sur 2. Je suis d'accord avec elle. Pi sur 6, pi sur 2. Donc, T appartient à sur 6. Désolé, mais ça déconne grave ce matin. 6 pi sur 2 implique T entre 0 et 2. Et là, j'ai fait une erreur débutant. Une erreur de débutant. Pi sur 6. T entre pi sur 6 et pi sur 2. Si je multiplie par 3t, j'obtiens 3 pi sur 6, inférieur ou égal à 3t, inférieur ou égal à 3 sur 2. Implique 3 pi sur 6 fait pi sur 2, inférieur ou égal à... Ah, je suis en train de faire une erreur, à mon avis, hein, parce que c'est pas 3t qu'il faut étudier. Ah si, si, c'est 3t. Je suis toujours dans x'. Pardon, excusez-moi. 3t inférieur ou égal à 3 pi sur 2. Donc si je fais un schéma du cercle trigonométrique, mon arc 3t, il est dans l'intervalle pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2, dans ce sens-là. Quel est le signe du cos? Quel est le signe du cos, mes petits? Cos 3t est négatif, implique x' de t négatif. Non inférieur à 0, pardon.
t est négatif. Je reviens à mon tableau et je mets un signe moins sur, je mets un signe moins sur l'intervalle. Mon stylet veut bien répondre. Bien, donc la fonction x, dans ce cas-là, elle est croissante, et ensuite elle est croissante. On étudiera après les points particuliers, départ, ici et là. Pour l'instant, on va continuer l'analyse du signe, et on va s'intéresser à y'. Ça, c'est x', y'. Alors, le signe de y'. Nous, pour y', on a calculé y', on a vu que y', c'est 4 cos 4t. Or, 4 est toujours positif, y', c'est le même signe que cos 4t. 4t, ça c'est pour y', et j'ai des valeurs particulières pour t à 0, pi sur 8, 3pi sur 8 et pi sur 2. Donc le premier intervalle que je dois étudier, c'est entre 0 et pi sur 8. Alors, je vous rappelle que y', c'est 4 cos 4t. Du même signe que cos 4t. Alors, la première étude, c'est entre 0 et pi sur 8. Quel est là qui m'intéresse, c'est t ou 4t? C'est 4t. Donc, je suis obligé de multiplier par 4. 4 fois 0, ça fait 0. Inférieur ou égal à 4t, inférieur ou égal à 4 pi sur 8. Donc, 0, inférieur ou égal à 4t, inférieur ou égal à 4 pi sur 8, ça fait pi sur 8. Je trace mon cercle trigonométrique. J'ai mon arc 4t, ça c'est un arc, qui se trouve entre 0 et pi sur 2. Le cos est positif. Cos 4t est positif. Donc la dérivée est positive sur cet intervalle. Avez-vous des questions? Vous avez compris, s'il vous plaît. Alors, si vous avez compris la logique, est-ce que, parce que j'aimerais bien que vous viviez, si vous voulez, comme si vous étiez avec moi, est-ce que je peux vous donner 2, 3 minutes, 5 minutes, pour que vous continuiez l'étude de signes de y'? Là, on est entre 0 et pi sur 8. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Vous étudiez t entre quelle valeur et quelle valeur, vous multipliez par 4 et vous donnez le signe de y'. Allez-y, s'il vous plaît. Travaillez un petit peu. Je suis là, vous me posez des questions, je regarde l'écran.
Vous pouvez me dire si vous arrivez à travailler pour que ça soit pas. Vous avez des questions, qu'est-ce qu'il faut écrire? Allez, proposez-moi quelque chose. On étudie entre pi sur 8 et 3 pi sur 8. Parfait. Alors, entre pi sur 8 et 3 pi sur 8, qu'est-ce qu'on fait après? On multiplie par 4 ou par 3? Très bien. Ok, très bien. Eh bien, on y est. Alors, on y va. T entre pi sur 8 et 3 pi sur 8. Je multiplie par 4, ça fait 4 pi sur 8. Inférieur ou égal à 4t. Inférieur ou égal à 12 sur 8. Donc 4t et 4t entre pi sur 2, parce que 4 pi sur 8, ça fait pi sur 2, et donc, et combien ça? 12 pi sur 8, je divise par 3, ça fait 3 pi sur 2. Donc, je divise par 4, c'est 3 pi sur 2. Donc, si je trace un petit cercle, j'ai un arc qui est entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc, le cos est négatif. Bon, là, ça c'est la ligne précédente, j'ai oublié d'écrire que x' est positif. Ligne x' est... Non, c'est pas x', mince. C'est négatif. Alors, c'est y'. C'est du n'importe quoi. On a besoin d'utiliser maintenant la gomme. On reprend le stylo. Donc ça, c'est y' positif. Et là, y' négatif. Ensuite, la dernière étape de l'étude, c'est entre quelle valeur et quelle valeur? Entre 3pi sur 8 et la borne maxi. La borne maxi, c'est combien? C'est pi sur 2. On multiplie par 4. Si je multiplie par 4, ça me donne 12 pi sur 8, inférieur à égal à 4t, inférieur à égal à 4 pi sur 2. 12 pi sur 8, ça fait 3 pi sur 2. Je simplifie par 4 en haut et en bas. 2. Inférieur ou égal à 4t, inférieur ou égal à 4 pi sur 2, ça fait 2 pi. Donc, si je trace mon petit cercle trigonométrique pour savoir où je suis entre 3 pi sur 2 ici et 2 pi ici. Donc, le cos est positif. Donc, y' est positif. Bien, Justine. OK. Est-ce que tout le monde a eu le temps de noter, s'il vous plaît, pour que je remonte mettre les notes dans le tableau, les signes dans le tableau?
C'est bon, Louise? Ok, parfait. Allez, je branche ma tablette, sinon je ne pourrai plus travailler. 2 secondes. Et donc là, on a trouvé que entre 0 et pi sur 8, c'était positif. Entre pi sur 8 et 3 pi sur 8, c'était négatif. Et oui, voilà, mon stylet est bloqué à nouveau. Le bol. Donc, négatif ici et positif ici, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, la fonction, elle est croissante, croissante et croissante. Séquence. Maintenant, on va étudier les points particuliers. Des points particuliers, donc c'est le point de départ, pi sur 8, un pi sur 6, 3 pi sur 8 et pi sur 2. Allons-y. Il nous faut maintenant utiliser x et y et non pas x', y'. Pour x', y', c'est fini, le travail est terminé. Alors, pour t égale 0, rappelez-vous que pour t égale 0, ou bien rappelez-vous dès le départ que x de t était sinus, enfin, elle était toujours sinus 3t et y c'est sinus 4t. Si vous remplacez t par 0, ça fait 3 fois 0, 0. Sinus 0, ça fait 0. Et sinus 4t, ça fait 0 également. Donc le x part de 0, le y part de 0. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris pourquoi on part de 0, 0? On remplace t égale 0 dans sinus 3t et sinus 4t. On passe à la valeur pi sur 8. Donc là, il me faut un x et un y. Alors, allons-y. Sinus 3t. Alors, pour t égale 0, sinus 3t égale 0, sinus t égale 0. T égale pi sur 8. Ça me donne sinus 3t égale sinus 4t égale. Est-ce que quelqu'un a une calculatrice? Parce que moi, je n'ai pas de calculatrice. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Il y a sur l'ordinateur, sûrement. Donc, et ça vous fera du bien de calculer. Sinus de 3 fois pi sur 8. Là, c'est sinus de 4 pi sur 8. Pi sur 8, c'est facile, ça fait pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Combien? 3 pi sur 8. Quelqu'un a fait le calcul? Sinus 3 pi sur 8 va être de l'ordre de 0,92, je pense. Quelqu'un fait le calcul? 0,02? Oui. Sinus 0,02. Oui, il y a un petit problème là. Regardez le réglage de votre calculatrice. Alors, je prends ma calculatrice. Alors, bon, c'est bien.
3 fois divisé par vous, Louise, 0,02. Sinus portée égale pi sur 8. Donc, sinus de y vaut quelqu'un d'autre a fait le calcul, s'il vous plaît? Et que 2 a participé. Alors, 92. Là, j'ai changé le réglage, ça fait 0,92. Et là, ça me paraît beaucoup plus logique. Vous m'entendez ou je suis seul là? Très étonné de voir que sur les 27, il n'y en a pas un qui a une calculatrice et qui a fait le calcul. Moi, j'ai refait le réglage de ma calculatrice et pour, pour Y, c'est-à-dire le sinus 4t, je trouve 0,92. 0,92, 3, donc on va se limiter à 0,92. Justine a trouvé la même chose. Ok, eh ben, on est nombreux à trouver 0,92. Ok, on continue. Donc, après pi sur 8, quelle valeur on doit étudier, s'il vous plaît? C'est égal pi sur 6. Alors, que vaut le x, que vaut le y? Donc, 0, donc le x vaut sinus 3t, donc c'est sinus 3 pi sur 6 égale le sinus 3 pi sur 6, c'est-à-dire sinus pi sur 2, c'est-à-dire 1. Et ici, j'ai sinus 4t pour y, ça fait sinus 4 pi sur 6, c'est-à-dire sinus 2 pi sur 3. Pi sur 3, ça fait 120 degrés. Et le sinus, à mon avis, de 120 degrés doit être positif dans les 0,8. Sur le cercle trigonométrique, je fais le calcul. Alors, Julie, pi sur 6, je me suis trompé quelque part là? Donc 0,87. Donc vous voyez, on est d'accord. Merci. Et après pi sur 6, qu'est-ce qu'on a comme point particulier? C'est le point t égal. Alors après pi sur 6, qu'est-ce qu'on a? On a 3 pi sur 8. Alors 3 pi sur 8, ça nous fait sinus 3t égale à sinus 9 pi sur 8. Non, plus que ça. C'est non, 3 fois 3, 9. 8.
je ne sais pas combien ça donne. Et là, j'ai sinus, donc sinus 4 fois 12. Alors, j'estime le moins 3pi sur 8, c'est le moins 0,38, c'est quoi? C'est sinus 3t. 3t, ok, donc là j'ai moins 0,38. Et pour y de t ici, 12pi sur 8, ça fait combien ça? Si je, ça fait, je simplifie par 4, ça fait 3pi sur 2, ça fait moins 1. Exact. Et pour finir, pour t égale pi sur 2, et donc ça fait sinus 3t égale sinus 2, donc ça va le faire, je peux le faire de tête, moins 1. Sinus t, sinus sur 2, sinus 4pi sur 2, ça fait 2pi, ça fait 0. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, alors, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Si vous avez fini de copier, je vais remonter au tableau. Il faut me dire si vous avez fini de copier. Parce qu'on ne voit pas tout à l'écran. Il y en a qui ont dit non. OK. Alors, faites-moi signe quand vous avez fini de copier, hein, pour qu'on remonte. Bon, c'est bon. Lui, c'est bon. OK. Il y en a d'autres qui n'ont pas fini. N'hésitez pas. Bon. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez m'aider et on gagnera du temps parce que moi, je n'ai pas l'écran non plus. Si quelqu'un peut me dire les valeurs. Alors, pour t égale pi sur 8, qu'est-ce qu'on a trouvé pour x? Je pense qu'ici, on a trouvé, si je ne me trompe pas, on a trouvé 0,92. Et pour y, on a trouvé 1. Ensuite, pour pi sur 6, on a trouvé, je pense qu'on a trouvé 1 ici. Ici, je ne sais pas combien on a trouvé, 0,83, un truc comme ça. 0,87, ok. Ensuite, pour 3pi sur 6, on a trouvé, je suppose, moins 1 ici, ça me paraît logique. Et ici, je ne sais pas combien on a trouvé. Moins 0,38, ok. Et pour finir, ici, on a trouvé, je suppose, 0. Et ici, on a trouvé moins 1. Êtes-vous d'accord? Moins 1, 0. Parfait. Voilà. Alors, vous allez m'aider encore une fois avant qu'on puisse tracer la courbe. Euh, vous allez m'aider à trouver les valeurs de x' et de y' aux points particuliers qui sont devant vous. Allons-y. Que vaut x' pour t égale 0? X', hein. Alors, il me semble que x' était 3 cos 3t. Si je remplace t par sa valeur, cos 3 fois 0, ça fait cos 0, ça fait 1, 1 fois 3, 3. Y', ça fait 4, parce que 4 cos 4t, ça fait 4. Ensuite, ici, je n'ai pas besoin. X' n'est pas nul. Ici, x' est nul, y'.
Que vaut y'? Ça fait 4 cosinus, mais y' est négatif, n'est pas nul, ça pose pas de problème. Ici, y' est nul, x' est négatif, ça pose pas de problème. Par contre, ici, x' est nul, y' est égal à combien? Y', c'est 4 cos 4 pi sur 2. Cos 4 pi sur 2, 4 pi sur 2, ça fait 2 pi. Cos de pi, ça fait 1, donc ça fait 4 ici. Vous avez compris ce que j'ai fait, mes petits? Alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais étudier x' et y' à la fois. Pour t égale pi sur 2, le x' est nul, le y' non nul. Je vais essayer d'écrire ici, dans ce cadre. Vous le voyez, ce cadre? Pour t égale pi sur 2, égale 0, y' différent de 0. Donc, nous obtenons une tangente verticale. Ensuite, pour t égale 3pi sur 8, x' non nul, y' nul, nous obtenons une tangente horizontale. Ça va, vous me suivez, s'il vous plaît? Ouf. Alors, Aurore, dites-moi qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est nouveau. C'est une, c'est une règle. Donc, Aurore, c'est une règle qui dit que quand x' est nul, vous avez une tangente verticale. Quand c'est y' qui est nul, mais x' non nul, c'est une tangente horizontale en ce point. Et on prend le point pi sur 6 maintenant. Là, pour pi sur 6, nous avons x' égale 0, point virgule, y' différent de 0. Quelle est la nature de la tangente? Voilà, la tangente est verticale, comme ça. Quand je trace une droite verticale, c'est-à-dire la tangente est verticale, et quand c'est horizontal, je la trace à l'horizontale. Vous avez compris, Aurore? Bien. Et pour t égale 0, x' et y' ne sont pas nuls, et j'ai aucun problème sur x et y. Donc la courbe, elle est quelconque. Je répète, pour t égale 0, ici, x' est non nul, y' est non nul, et le point est bien défini 0, 0. Donc aucun souci. En fait, la tangente, elle a la pente de y' sur x', donc c'est 4 sur 3. Donc c'est une pente quelconque, pas nulle du tout. Avez-vous eu le temps de noter ce cadre-là? Les autres, à part Julie et Justine, je peux changer de page? Ok. Alors, regardez, s'il vous plaît. Si tout est basé sur la lecture de ce tableau de variation, vraiment, c'est l'endroit où il faut tout lire pour pouvoir tracer la courbe. Malheureusement, l'avantage de grands tableaux au mur,
on a tout devant nous, on voit. Malheureusement, je n'ai pas tout ici. La seule solution pour moi pour voir le tableau et tracer en même temps, c'est d'effacer cette écriture qui est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je fasse ça, ça ne va pas vous gêner? C'est-à-dire le X' et toute cette étude, pour que je puisse avoir le tableau et la courbe en même temps. Ok, alors je prends la gomme. Et un peu de place pour avoir le tableau et la courbe en même temps. Comme ça, vous pouvez sur votre feuille passer. Ne faites pas comme moi, ne déchirez pas votre feuille pour être en dessous du tableau. Hein. Alors, allons-y. Je vais chercher mon stylet. Et je trace l'axe des Y, l'axe des X. Place 1 ici, 1 ici, moins 1 ici et moins 1 ici. Nous constatons à la lecture de ce tableau de variation, que la plus grande valeur de x, c'est 1, la plus petite, c'est moins 1, c'est tracé entre 1 et moins 1. Le y, c'est pareil, la plus grande, pardon, ça a encore planté. Donc, y varie entre la plus grande valeur qui est 1 et la plus petite valeur, c'est moins 1. Voilà, bien. Alors, je sais maintenant que ma courbe va être entre 1 et moins 1 en y, 1 et moins 1 en x. Donc, ma courbe va être à l'intérieur de ce cadre. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que oui. Est-ce que vous êtes gêné par le rouge? Vous voyez le rouge? On dit non. Mince. Vous voyez pas le cadre rouge? À l'intérieur, ce cadre rectangulaire, vous ne le voyez pas? Ah, on n'est pas gêné, d'accord. Parfait, ok, ok. Très bien. Alors, allons-y. Quel est le premier point? Pour t égale 0, t égale 0, x égale 0, y égale 0, donc je suis ici. Ça, c'est mon premier point. Je vais changer de couleur. Je vais prendre peut-être un bleu. Donc, le premier point, c'est ici. Le deuxième point, c'est le point pour t égale pi sur 8. Le x vaut 0,92, le y vaut 1. X 0,92, c'est ici. Le y, c'est 1, c'est ici. Du 0,92. Et pour t égale pi sur 8, d'après ma lecture ici, le temps que mon stylet revienne, celui-là, j'ai une tangente horizontale d'après cette valeur. Donc ici, j'ai une tangente horizontale. Le point suivant, c'est pour t égale pi sur 6. Donc là, c'est t égale 0. Là, c'est t égale pi sur 8. Le pi sur 6, le x devient 1 ici, et le y devient 0,87. C'est ce point. C'est pour t égale pi sur 6.
Pour t égale pi sur 6, j'ai une tangente verticale. D'après cette ligne. Ensuite, pour t égale 3 pi... ça va jusque-là? Je vais trop vite ou ça va? Pour t égale 3 pi sur 8, le x vaut moins 0,38, le y vaut moins 1. Moins 0,38, donc je suis là. Y moins 1, je suis là. Le point est là. Ça, c'est pour t égale 3 pi sur 8. Comment elle est la tangente? Elle est horizontale. Donc ici, j'ai une tangente horizontale. Et pour finir, pour t égale pi sur 2, le x vaut moins 1, donc je suis là, et le y vaut 0, donc je suis là. Voilà. Et quelle est la tangente? Elle est comment? Pour t égale pi sur 2, la tangente est verticale. Donc point par point, j'ai placé les points particuliers de la courbe. En conséquence, si je veux tracer la courbe, je pars de ce point 0, 0. Je sais que quand le temps augmente de 0 à pi sur 8, le x augmente de 0 à 1. Le x augmente de 0 à 1. Le y augmente de 0. Non, le x augmente de 0 à 0,92. Ici, 0,92. Le x augmente à 0,92, le y augmente à 1, donc la courbe, elle est comme ça. Entre pi sur 8 et pi sur 6, le x continue à augmenter entre 0,92 et 1, alors que le y, lui, il commence à descendre. Le y, il descend de 1 à 0,87. Donc, le x continue à augmenter, le y descend. Continue. Entre pi sur 6 et 3 pi sur 8, le x diminue de 1 à moins 0,38. Le x fait ça. Et le y diminue également de 0,87 à moins 1. De 0,87 à moins 1. Donc, ma courbe fait ça. Pas évident de tracer avec le stylet. J'ai changé de couleur là? Oh là 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 là, quelle misère. Quelle misère, mais quelle misère. Allez donc savoir où il est mon bleu. Lequel? Ça doit être celui-là. Là, c'est celui-là. Il y a des questions. Je ne comprends pas comment on place les T. Les T, il ne faut pas les placer. C'est juste pour repérer les points, Julie. Ce qu'il faut placer, c'est X et Y. Ce point, que j'appelle A par exemple, il correspond à 0. Ce point B correspond à pi sur 8. Le point C correspond à pi sur 6. Le point D, D correspond à 3 pi sur 8. Et le point E, là, E correspond à pi sur 2. Vous avez compris? Et je viens de comprendre. OK.
Ensuite, la dernière partie, c'est entre 3π sur 8 et pi sur 2. Entre 3π sur 8 et pi sur 2. Le x continue à descendre de moins 0,38 à moins 1, alors que le y commence à monter. Le y monte de moins 1 à 0. Donc le y fait ça. Donc la courbe, je reprends ma gomme, petite gomme. Voilà, voilà la courbe. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Bien. Moi, j'ai une question à vous poser. Nous avons tracé la courbe pour une variation de t, du paramètre t, entre 0 et pi sur 2. Pouvez-vous me dire comment je peux déduire la courbe, d'après l'étude globale de cet exercice, pour un t qui varie de 0 à moins pi sur 2, dans l'autre sens? On a utilisé tout à l'heure une certaine parité et on a repéré une certaine symétrie. C'est écrit dans votre cahier. Comment je déduis la courbe de moins pi sur 2 à 0 si je connais de 0 à plus pi sur 2? Il y a une symétrie particulière qu'on a notée tout à l'heure. Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Regardez, c'est écrit juste ici. Quand on a remplacé t par moins t, nous avons dit qu'on peut réduire le domaine de moins pi sur 2 à plus pi sur 2 à 0 pi sur 2 et que la symétrie était par rapport au point O, 0, 0. Ça vous revient? Oh là là, je suis seul là. S'il vous plaît. Alors la symétrie par rapport à Y, c'est après. Quand on va passer de moins pi sur 2 plus pi sur 2 à moins pi plus pi. Pour l'instant, restons entre 0 pi sur 2 et 0 moins pi sur 2. Okay. Donc, pour l'instant, restons entre 0 moins pi sur 2. De 0 à moins pi sur 2, je peux le déduire de 0 à plus pi sur 2 par une symétrie par rapport à O. Donc, je change de couleur. Les autres, vous avez compris? Okay. Alors, quelle couleur je peux utiliser sans que ça vous gêne? Ce violet peut-être, ou ce rose, j'en sais rien ce que c'est. Alors, regardez. Qui peut me dire quel est le symétrique du point A par rapport à 0, 0? C'est lui-même. Le symétrique du point B. B, c'était plus 0,92, 1. Le symétrique, c'est moins 0,92, moins 1. Et j'avais une tangente horizontale, j'aurai une tangente horizontale. C'est B'.
Le C, il avait pour abscisse 1, ordonnée 0,87. Le symétrique par rapport à O, c'est les opposés. Ça fait moins 1, moins 0,87. Donc c'est ici. Ça, c'est le point C'. Suivez, s'il vous plaît. Réponse, ok. Ensuite, le point D. Le point D avait pour abscisse moins 0,38 pour ordonner moins 1. Le symétrique par rapport à O, c'est les opposés. Donc ça fait plus 0,38 et plus 1. Ça, c'est le point D'. Ensuite, le point E avait pour abscisse moins 1, ordonnée 0, l'opposé, plus 1, ordonnée 0, donc E'. Je relis ces points. Alors, par continuité, la courbe fait ça, fait ça. Ensuite, elle fait ça. Elle descend jusque-là. Est-ce que vous avez compris? Bien. La deuxième symétrie qu'on n'a pas utilisée, c'est ce qu'elle évoquait Emma tout à l'heure, c'est la symétrie par rapport à OY. Cette symétrie par rapport à OY nous permet d'avoir la courbe sur l'intervalle moins pi plus pi. Là, on l'a sur l'intervalle 0 pi. 0 pi, c'est-à-dire vous translatez de moins pi sur 2 à 0. C'est-à-dire de là à là, c'est 0 pi. Et pour là, c'est-à-dire ce point, de E' à E, c'est de 0 à pi. Maintenant, par rapport à Y, chaque point, vous calculez son symétrique. C'est-à-dire le symétrique de E', c'est E. Le symétrique de D par rapport à Y, c'est notre point ici. D', il se retrouvera ici. C' ici. Et B' ici. Et vous continuez la courbe. Alors moi, si je la continue à l'écran, ça va être complètement illisible. Et vous avez compris le principe. Chaque point de la courbe, vous placez son symétrique et vous reliez. Et après, la courbe est terminée. Cette courbe s'appelle la courbe de Lissajous. À quoi elle correspond? Est-ce que vous avez fait un peu de TP d'électricité, s'il vous plaît? Répondez. Si vous voulez manger à midi, il faut communiquer avec moi. Bien. Est-ce que vous avez utilisé des oscilloscopes? Répondez. Oui. Bien. Alors, si vous prenez un signal électrique de la forme, un signal sinusoïdal, il va être de la forme, le signal A, de la forme sinus oméga t, oméga 1t. Si vous prenez un autre signal, signal B, de la forme sinus oméga 2t, sinusoïdal, il y a un bouton sur votre oscilloscope qui vous permet de tracer non pas l'entrée A en fonction du temps et l'entrée B en fonction du temps, c'est-à-dire, je vous trace ici, ça c'est l'écran de votre oscilloscope. Vous avez ça, vous avez ça. Le signal A, il fait ça. Le signal B, il fait ça. C'est A, ça c'est B. Il y a un bouton sur l'oscilloscope où vous pouvez tracer A en fonction de B. Si vous demandez à l'oscilloscope de tracer A en fonction de B, eh bien vous allez obtenir les courbes de Lissajous. Ce qu'on vient de dessiner. X en fonction de Y. Je vous invite à aller sur les réseaux numériques, là, Google, machin, vous tapez courbe Lissajous
et vous allez voir que on a fait exactement la même chose. Regardez, je peux vous le montrer parce que c'est, je pense que je sais faire. Je pense que je sais faire. Voilà, c'est là la nôtre. Voilà. Mais celle-là aussi, c'en est une, mais tout dépend de oméga 1 et de oméga 2. Si c'est 3T, 4T, 5T, voilà. Avez-vous compris, mes petits, que je suis seul? Est-ce que seul au monde, ça fait mal au cœur? Comprenez ou pas? Eh bien, eh bien, je ne vais pas vous donner un exercice pour la prochaine fois. On verra ça parce que la prochaine fois, si vous voulez, la semaine prochaine, on a 2 séances de cours, hein. 2 séances de cours. Peut-être que pendant les séances de cours, je vous donnerai un exercice, mais pour le préparer pour après. Parce qu'on a une semaine où on a beaucoup de TD à la fin. Pour l'instant, révisez ce qu'on a fait, essayez de comprendre le cours et les TD. Je vous souhaite un bon appétit, belle journée et à très bientôt. À la semaine prochaine.